Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mandrine Fontena-Marie. Je dirige la société Sodias, qui est un cabinet d'accompagnement aux ressources humaines des TPE-PME qui est situé à Val d'Europe. Nous avons à ce jour une équipe composée de 7 collaborateurs, qui est une équipe pluridisciplinaire puisque nous avons des spécialistes en ressources humaines, anciens RH, ou des juristes en droit social. Nos atouts, nous sommes disponibles et réactifs et nous exerçons nos fonctions depuis près de 30 ans auprès d'entreprises. Alors, nos principaux domaines d'intervention auprès des entreprises, c'est l'administration du personnel, l'accompagnement au plan de développement des compétences des collaborateurs, la motivation et la fidélisation des équipes au travers notamment de différents dispositifs de rémunération qu'il est possible de mettre en place, la relation également avec les représentants du personnel, que ce soit les élus du comité social et économique ou des délégués syndicaux, selon la taille de l'entreprise. Et nous intervenons également régulièrement en tant que conseil pour tout ce qui concerne l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises. Nous avons différentes sortes d'accompagnement des entreprises. Nous pouvons intervenir de façon ponctuelle, donc pour des missions type pourquoi pas la négociation d'un accord d'entreprise. Ok, c'est bon. Ok. Merci, bisous. Ah, il y a des micros qui ne sont pas coupés visiblement. Donc également pour mettre en place un règlement intérieur ou une charte de télétravail, dans un sujet d'actualité, pour mettre en place des accords d'intéressement, rédiger des contrats de travail et donc sécuriser vos relations dès le départ avec un salarié. Nous avons aussi la possibilité de vous accompagner avec des forfaits temps. Donc un crédit temps est acheté par l'entreprise et vous avez un expert dédié qui répondra à vos questions dès que vous en aurez. Et encore une fois, notre atout, c'est la possibilité de vous répondre dans la journée. Nous pouvons également, sur des structures un peu plus importantes, souvent des 11 salariés, vous accompagner de façon proactive avec encore une fois un expert dédié. En amont, nous réalisons toujours un diagnostic RH qui permet de faire un bilan de vos obligations sociales notamment et de vos pratiques RH, puis de mettre en place un plan d'action, d'une part en premier lieu pour vous mettre en conformité si c'est nécessaire, et puis ensuite pour professionnaliser la fonction RH au sein de votre entreprise. Et bien entendu, nous vous assurons une veille RH et juridique adaptée à votre activité. Passons à présent au sujet, et donc les obligations sociales. Effectivement, nous allons le voir ce matin, dès que vous recrutez votre premier salarié, ou alors lorsque vous augmentez votre effectif, vous devez respecter un certain nombre d'obligations et cette augmentation de l'effectif a un impact aussi au niveau de vos cotisations et de vos charges. Alors pourquoi respecter les obligations sociales? Tout d'abord parce que ne pas respecter les obligations sociales vous expose à des risques civils, des sanctions civiles ou des sanctions pénales. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez sécuriser ce type de risque, il convient de vous mettre en conformité au plus tôt. Et puis, tout simplement, puisque dans la relation de confiance à établir avec le personnel, il est important, dès le départ, de bien maîtriser les fondamentaux en droit social. Alors, il est vrai que c'est une matière aussi qui fait souvent peur aux chefs d'entreprise et c'est vrai que depuis les années 2000, le passage aux 35 heures, il y a quand même une complexité importante de toutes les dispositions issues du Code du travail. Néanmoins, la tendance depuis quelques années, au travers de différentes réformes, c'est quand même d'avancer vers une simplification des relations de travail. Ça a été le cas au travers d'une loi dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la loi PAC de 2019, qui avait été conduite sous le ministre de l'économie et des finances, donc Bruno Le Maire, et puis notre ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et cette loi de 2019 a pris effet au 1er janvier 2020. Elle a pour objet d'une part de rationaliser les seuils d'effectifs, puisque avant cette loi, nous avions de multiples effectifs et seuils différents aussi bien par rapport au Code du travail qu'au Code de la sécurité sociale. Donc, c'est vrai que c'était très, très compliqué de s'y retrouver. Et puis, également dans la méthode de calcul
du seuil d'effectif, puisque la méthode pouvait vraiment dépendre de l'obligation à laquelle on se référait, qu'elle soit au regard du Code du travail ou au regard du Code de la sécurité sociale. Donc la fameuse loi Pacte a harmonisé dans les grandes lignes la méthode de décompte des effectifs au regard de beaucoup d'obligations sociales, c'est ce qu'on va voir ce matin, et surtout diminuer le nombre de seuils à prendre en compte pour connaître ces obligations. Et par ailleurs, là aussi nous allons en parler, elle a institué des moratoires, c'est-à-dire des périodes entre guillemets de carence. Quand vous avez atteint un seuil d'effectif, vous n'êtes pas soumis tout de suite et immédiatement à ces nouvelles obligations, mais on vous laisse un temps pour vous y préparer, et un temps qui est assez long, on va en parler, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et l'objectif de cette loi Pacte, c'était effectivement de rassurer les chefs d'entreprise et que toutes ces obligations sociales ne soient pas un frein à la croissance des entreprises, et notamment au projet de recrutement des entreprises. Donc, loi Pacte, l'objectif, c'était un remède à l'anxiété des dirigeants qui approchent de certains seuils importants. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à les poser en cours de présentation pour rendre l'intervention plus vivante, donc soit en prenant la parole, soit en adressant un message. Voilà, donc au fur et à mesure de mon intervention, si vous avez des questions, vous pouvez les formaliser tout de suite. Alors, les obligations sociales dès le premier salarié. Alors, c'est vrai que quand on embauche son premier salarié, il n'y a pas que le contrat de travail comme obligation, il y a plein d'autres choses. Nous allons en parler. Une des choses très, très importantes, c'est de savoir si nous devons appliquer ou non une convention collective, puisque dans la relation de travail avec le salarié, on se doit d'appliquer le Code du travail, mais selon l'activité principale de votre entreprise, vous allez avoir également l'obligation d'appliquer une convention collective. Alors, vous allez me dire, mais quelle convention collective appliquer? Comment sait-on de quelle convention collective on relève? Alors, le principe étant que la convention collective doit être celle qui correspond à votre activité principale. Donc, quand vous êtes avec votre premier salarié, l'activité principale, elle s'analyse au regard d'une part de l'objet social que vous aurez inscrit dans vos statuts de société quand vous l'avez créé. Également, comme indice, le code IDCC, le code APE, qui vous a été délivré lors de la création de l'entreprise. Et il s'agit ensuite de savoir, puisque toutes les conventions collectives ont un champ d'application qui détermine très clairement les activités, donc souvent en faisant référence au fameux code APE, ça vous permet de savoir si vous êtes soumis à titre obligatoire ou non à une convention collective. Et c'est essentiel, pourquoi? Parce que c'est dans la convention collective que beaucoup de vos obligations dans vos rapports avec votre premier salarié, toutes ces obligations, vous devrez les connaître pour rédiger notamment le contrat de travail. C'est notamment le cas de la période d'essai qui peut être différente selon les conventions collectives. La rémunération minimum à verser, qui est inscrite dans les conventions collectives, et la classification de votre salarié également. Voilà les principales règles à connaître dans la convention collective dès qu'on embauche son premier salarié et que l'on doit établir un contrat de travail. Ensuite, bien entendu, pour l'embauche du premier salarié, il faut prévenir l'inspection du travail, puisque l'inspection du travail doit savoir si vous avez ou non des salariés, puisqu'il est susceptible de faire un contrôle inopiné dès qu'il le souhaite. Donc, l'obligation de l'employeur pour l'embauche du premier salarié, c'est d'adresser une lettre recommandée à l'inspecteur du travail, donc, où se situe l'entreprise, où sera le lieu de travail du salarié, pour l'en informer. Et pour des raisons de preuve, il convient de faire cette déclaration en lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, il conviendra de faire votre première déclaration préalable à l'embauche. C'est cette déclaration qui va vous permettre d'être affilié au service de l'URSSAF pour ensuite verser vos contributions obligatoires pour l'embauche du salarié, de vous affilier à la CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie, aux différents régimes d'assurance et également au service de santé au travail. La déclaration préalable à l'embauche doit être faite au moins 8 jours avant l'embauche. Sauf 8 jours avant l'embauche. Et ensuite, vous devez surtout penser tout de suite, une fois que vous êtes affilié à un service de santé au travail, à les prévenir pour organiser la visite médicale d'information et de prévention du salarié, anciennement appelée visite médicale d'embauche.
Cette visite médicale d'information et de prévention aura un autre nom, elle s'appellera visite médicale d'aptitude pour certains recrutements, notamment en cas de recrutement d'un travailleur handicapé ou d'un travailleur de nuit, puisque l'examen sera un petit peu différent. Pour une visite médicale d'information et de prévention, vous avez l'obligation de la faire passer aux collaborateurs dans les 3 mois qui suivent l'embauche. Alors que pour une visite médicale d'aptitude, si vous recrutez notamment un travailleur handicapé, c'est avant l'embauche que l'examen doit avoir lieu. Le contrat de travail, donc là aussi c'est important, selon la typologie de contrat que vous avez choisi, soit qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, vous devez tout de suite avoir de bons réflexes et ne pas tomber dans certains pièges lorsque vous allez procéder à la rédaction du contrat de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée n'est pas forcément obligatoire, on n'est pas obligé de le formaliser, sauf mention expresse dans la convention collective. Mais s'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puisque là on sort du principe général de la durée à temps plein, là en revanche vous avez l'obligation de faire un écrit, puisque autrement vous vous exposez à une requalification en temps plein. Et puis, si vous souhaitez faire un contrat à durée déterminée, vous devez surtout vous assurer que les motifs de recours au contrat à durée déterminée sont bien présents. Par exemple, surcroît d'activité, ça c'est essentiel, et bien motivé au sein de votre CDD. Sinon, ça peut être qualifié en CDI. Et par ailleurs, bien remettre le CDD et le signer au plus tard au jour de l'embauche. Voilà, ce sont des éléments et des réflexes à avoir dès la contractualisation du premier contrat de travail avec le salarié. Et bien entendu, le bulletin de paye qui ira à la fin du mois pour formaliser le paiement des différentes charges et le versement du salaire. L'employeur a l'obligation de verser le salaire une fois par mois. Donc, il y a une périodicité qui va être fixée dans chaque entreprise et l'employeur se doit de respecter cette périodicité. Vous aurez également, dès votre premier salarié, l'obligation de mettre en place un registre unique du personnel. Dans le registre unique du personnel, vous devez noter donc toutes les embauches auxquelles vous procédez, donc dès la première embauche, avec l'identité du salarié, le type de contrat. Il y a pas mal de données particulières à insérer. Puis par ailleurs, quand vous aurez recours à un intérimaire ou un stagiaire, vous aurez aussi l'obligation d'inscrire le nom de toutes ces personnes au sein du registre unique du personnel. Alors c'est vrai que pour les stagiaires ne sont pas des salariés, mais maintenant c'est une obligation de devoir les mentionner sur le registre unique du personnel. J'en profite justement parce qu'on avait une question sur le chat. Ces obligations concernent-elles aussi l'embauche d'une personne en stage pour 4 mois? Ah voilà. Alors ces obligations uniquement pour le registre unique du personnel. Puisque effectivement nous n'avons pas de déclaration préalable à l'embauche à faire pour un stagiaire. Et il n'y a pas de visite médicale non plus pour un stagiaire. Ok, merci. Voilà. Oui, bonjour. Vous parlez de stagiaires. Est-ce que les petits stagiaires de 3e, on doit les mettre également dans le registre unique du personnel? Oui, vous mettez tout stagiaire que vous accueillez dans l'entreprise. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, je vais revenir peut-être en arrière. Je n'ai pas parlé aussi en cas d'embauche de travailleurs étrangers, surtout si c'est votre premier travailleur étranger. Alors, quand je dis travailleurs étrangers, il s'agit des travailleurs qui ne font pas partie de l'Union européenne, puisqu'il y a liberté de travail pour les collaborateurs qui sont issus de l'Union européenne. Mais donc, quand je parle de travailleurs étrangers, c'est hors Union européenne. En tant qu'employeur, là aussi, vous devez avoir un réflexe. C'est déjà demander l'autorisation de travail aux salariés étrangers, donc de travail en France. Parce qu'il y a le titre de séjour, c'est une chose, mais il faut savoir s'il est autorisé à exercer une activité professionnelle. Et surtout, tout employeur doit faire une vérification auprès de la préfecture 2 jours avant l'embauche. Ça, c'est essentiel. Donc souvent, en fait, vous trouvez sur les sites de la préfecture une adresse email, vous scannez le titre de séjour et vous envoyez le scan du titre de séjour à la préfecture. Et quand bien même vous n'auriez pas de réponse, en tout cas, vous avez la preuve que vous avez fait cette formalité.
Alors, je le dis parce qu'il y a quand même pas mal de contrôles qui se font sur ce type d'obligation. Donc, il ne faut pas oublier cette étape essentielle. Alors, pour votre premier salarié, vous allez également avoir des obligations en matière de complémentaire retraite, donc puisqu'il convient d'affilier le salarié au régime Agirc-Arrco, et également de complémentaire santé, donc les frais de santé, la mutuelle. Depuis quelques années, elle est devenue obligatoire au sein des entreprises, elle ne l'était pas avant. L'employeur doit prendre à sa charge au moins 50% de la contribution aux frais de santé. Et surtout, vous devez faire très attention, si vous appliquez une convention collective, aux règles prévues dans votre convention collective, puisqu'il y a, d'un point de vue du droit du travail, le socle minimum de couverture frais de santé, mais dans votre convention collective, il peut y avoir des garanties frais de santé qui vont au-delà du socle minimum prévu dans le Code du travail. Donc, c'est essentiel à vérifier. Quand un assureur vous fait une proposition pour une mutuelle d'entreprise, vous devez lui demander qu'il vous écrive noir sur blanc que ça respecte au moins les garanties prévues par votre convention collective. Donc, vous devez bien entendu lui indiquer de quelle convention collective vous relevez. Et ensuite, vous devez bien entendu formaliser cette affiliation en faisant remplir un certain nombre de papiers à votre salarié. Et si jamais votre salarié refuse l'affiliation au régime de santé, puisqu'il y a des cas de dispense qui sont prévus, vous devez bien entendu avoir un écrit de sa part, puisqu'en cas de contrôle URSSAF, il faudra quand même pouvoir justifier que le salarié avait refusé d'être affilié à la complémentaire santé de l'entreprise. En matière de prévoyance obligatoire, alors, la prévoyance en entreprise, c'est pour couvrir le risque décès, invalidité et incapacité. Alors, la prévoyance obligatoire, elle l'est si et seulement si votre convention collective prévoit que vous devez mettre en place un régime de prévoyance. Sinon, elle n'est pas obligatoire. En revanche, quand bien même vous n'auriez pas d'obligation de prévoyance à mettre en place dans la convention collective, elle restera quand même obligatoire si vous embauchez un cadre. Puisque pour les cadres, vous devez, toutes les entreprises doivent souscrire au moins à une assurance décès dont la cotisation qui est de 1,5 sur la tranche A doit être financée à 100% par l'employeur. Voilà. Alors, nous avons une petite question via le chat. La mutuelle peut-elle être prise en charge à 100% par l'employeur? Tout à fait. Complètement. C'est de plus en plus rare, mais oui, c'est tout à fait possible. Merci. Alors ensuite, autre obligation, dès l'embauche de votre premier salarié, vous devez le former à la sécurité. Et ça, c'est valable pour tout type de poste. C'est vrai que quand on embauche un salarié, on doit lui accorder du temps pour l'intégrer, lui expliquer voilà, les valeurs de l'entreprise, les attendus au regard du poste qu'on lui confie. Et souvent, dans les petites entreprises, on oublie en tant qu'employeur qu'on a une obligation de formation à la sécurité. Et ça, c'est bien dommage, surtout quand ensuite il y a un accident du travail. Ce que recouvre cette formation à la sécurité, c'est-à-dire qu'un salarié que vous recrutez, vous devez lui expliquer les consignes de sécurité présentes au sein de l'entreprise, lui expliquer aussi en cas d'incendie ou d'urgence quel est le plan d'évacuation qui doit figurer aussi et être affiché dans l'entreprise, le former aux risques qui peuvent être issus aussi de ces fonctions. Bon, il y a des risques qui sont différents entre un administratif et un ouvrier, bien entendu. Vous devez lui remettre les équipements de protection individuelle et surtout le former et lui expliquer comment on utilise correctement ces équipements de protection individuelle, que ce soit des lunettes, des gants, un casque ou des bouchons d'oreille. Et pour en avoir la preuve, parce que quand il arrive effectivement un accident, bien entendu, il y a une enquête qui est diligentée, donc il faut pouvoir montrer que vous avez fait les choses correctement. C'est vrai qu'en pratique, dans des petites structures, c'est bien de mettre en place ce qu'on appelle un livret d'accueil de sécurité, qui va regrouper toutes les règles de sécurité qui existent dans l'entreprise et vous pouvez effectivement faire une remise en main propre où le salarié effectivement indique qu'il a pris connaissance de l'ensemble de ces règles. Ça ne vous exonère pas de lui prendre le temps de lui expliquer les choses, mais en tout cas, c'est important, c'est un vrai bon moyen de preuve.
Hop. Alors, j'avance un petit peu. Alors, vous devez aussi, je ne l'ai pas dit, mais bien entendu, vous devez aussi expliquer aux salariés la conduite à tenir en cas d'incendie ou en cas d'accident de travail. Voilà, quelles sont les règles et comment il doit réagir. Et ce qui est important aussi, c'est que les salariés sachent où se situent les extincteurs dans l'entreprise et quel type d'extincteur il convient d'utiliser ou de ne pas utiliser, puisque si c'est un feu qui a une origine électrique, on ne va pas utiliser le même extincteur que si c'est un feu qui provient de papier qui brûle, par exemple. Donc, voilà, ça c'est important pour pas qu'il y ait d'erreur dans la manipulation des extincteurs. En tant qu'employeur, dès le premier salarié, vous devez également établir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous devez donc, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, identifier et évaluer les risques auxquels est exposé votre salarié et également mettre en œuvre des mesures préventives pour supprimer ou en tout cas limiter la réalisation du risque. Il n'y a pas de document type. Voilà, la méthode d'évaluation peut être assez variable. En général, en premier lieu, on va mettre un scoring voilà, pour analyser chaque risque. Alors, ça peut être le risque lié au travail sur écran, les risques liés au télétravail, c'est d'actualité, sont à prendre en compte, les risques liés au risque routier, donc pour des commerciaux qui sont sans arrêt sur les routes, par exemple. Voilà, vous devez donc analyser, faire l'inventaire de tous ces risques, les évaluer voilà, selon la gravité et la fréquence, et mettre en place donc un plan d'action. Donc c'est l'obligation dès l'embauche du premier salarié, puis ensuite vous allez avoir l'obligation de le mettre à jour tous les ans ou en cas de survenue d'un accident grave en cours d'année. La dernière mise à jour importante que les entreprises ont dû réaliser, c'est bien entendu, je vous l'ai mis entre parenthèses, l'évaluation du risque biologique Covid-19, puisqu'effectivement, c'est un risque qui n'était jusqu'à présent pas prévu dans les entreprises. Donc, toutes les entreprises ont dû faire une annexe Covid-19 pour évaluer ce risque et effectivement justifier d'un plan d'action pour limiter les risques de transmission du Covid-19. Vous devez également réaliser en annexe du document unique un diagnostic de pénibilité. Alors c'est vrai que la pénibilité, c'est pénible pour tous les chefs d'entreprise, donc on en parle de moins en moins, mais ça reste une obligation qui existe toujours, avec certes moins de facteurs de pénibilité à analyser qu'avant, dans le cadre du diagnostic pénibilité, mais bon, si vous embauchez des travailleurs de nuit, si vos salariés sont exposés à un travail répétitif, je pense aux ouvriers qui travaillent sur des lignes de production ou dans des conditions de bruit importantes ou de température importante, vous devez effectivement, dans le cadre de ce diagnostic, bien analyser les seuils réglementaires, l'exposition et prendre les mesures, encore une fois, pour réduire cette pénibilité au travail. Et c'est souvent oublié aussi, le diagnostic pénibilité. Vous avez l'obligation des premiers salariés de désigner un référent sécurité qui peut être en externe ou en interne. Alors en externe, ça peut être aussi auprès de la médecine du travail que vous pouvez désigner un référent de sécurité qui va vous accompagner dans la gestion des risques professionnels. Et nouveauté liée au contexte, chaque entreprise doit avoir un référent Covid-19 qui peut être le chef d'entreprise. Mais vous devez vos salariés doivent avoir connaissance du nom de la personne qui est référente Covid-19. Alors, pour les petites entreprises, c'est effectivement souvent le chef d'entreprise qui est le référent Covid-19, mais c'est effectivement la personne à prévenir dès que nous avons un cas contact ou une personne qui vous informe qu'elle a été contaminée. Autre obligation à mettre en œuvre dès l'embauche de votre premier salarié, c'est l'affichage des informations obligatoires au sein de l'entreprise. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'affichage obligatoire, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'affichage obligatoire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'échange avec des dirigeants, ils me disent mais j'ai plus de place sur mes murs pour afficher tout ce que je dois afficher. Donc, le mieux, c'est bien d'acheter un panneau d'affichage assez grand pour pouvoir tout concentrer au même endroit et de le mettre sous vitre, faire quelque chose de propre. C'est vrai qu'en cas de contrôle de l'inspection du travail dans les locaux de l'entreprise, je dis ça pour ceux qui n'en ont pas eu encore, c'est quand même la première des choses que regarde l'inspecteur du travail. Il vous demande le registre du personnel et puis il va vous demander le panneau d'affichage, il est où?
Et en termes d'image, tout de suite, ça vous donne une bonne image dès que vous avez déjà au moins ces obligations qui sont mises en place dans l'entreprise. C'est le minimum, on va dire, à faire. Donc l'affichage, vous allez devoir afficher les consignes de sécurité, les plans d'évacuation, les horaires collectifs, les coordonnées de l'inspection du travail, du médecin du travail également. Et puis, tous les textes relatifs à l'égalité professionnelle, au harcèlement moral et sexuel, à la lutte contre les discriminations, à l'interdiction de fumer et de vapoter. Il y a encore beaucoup de textes affichés, mais voilà quelques exemples qui doivent être présents sur les lieux de travail. Alors, question que j'ai souvent en pratique, c'est oui, mais moi j'ai tout mis sur le serveur et les salariés peuvent accéder à tous ces documents sur le serveur, donc je n'ai pas besoin de mettre en place un tableau d'affichage. La réponse est non. Le fait de mettre à disposition ces informations sur le réseau, c'est très bien en termes de communication, mais le Code du travail ne vous permet pas de considérer que vous avez satisfait à l'obligation juste par cette communication sur un support dématérialisé. Vous devez encore, à ce jour, avoir un tableau d'affichage papier en bonne et due forme. Alors, on a une petite question via le chat. Si le premier salarié ne travaille qu'à distance, 100% télétravail, ces points de sécurité sont-ils obligatoires? Oui, complètement. Parce qu'en termes de télétravail, travail à domicile, là je dirais, parce qu'on n'est même plus dans du télétravail, parce que c'est un statut différent, le statut de travailleur à domicile, que le statut de télétravailleur. Donc, il y a quand même un paquet de règles qui encadrent ce mode de travail, mais vous devez effectivement analyser les risques liés au travail à domicile. C'est une obligation. Le risque important, risque électrique aussi, à prendre en compte. Vous devez normalement vérifier que le salarié a aussi un poste avec une ergonomie au poste satisfaisante. Dans le télétravail, on doit analyser le risque psychologique aussi qui est important, dans les risques psychosociaux qui doivent être analysés, sur le fait de l'isolement notamment au travail. Je vous donne quelques exemples. Donc c'est une obligation. Merci. Dès votre premier salarié, vous devez également donc, être affilié à un OPCO, c'est l'organisme collecteur des contributions liées à la formation professionnelle continue. Alors anciennement, on appelait ça les OPCA, il s'agit maintenant des OPCO. Votre effectif, puisque votre premier salarié étant inférieur à 11 salariés, vous aurez une contribution de 0,55% de la masse salariale. Donc, c'est bien, dès que vous embauchez votre premier salarié, vous allez verser des contributions. Donc, c'est bien de prendre le temps de connaître cet organisme, de les contacter parce qu'ils ne vous contactent pas automatiquement, de prendre les coordonnées de votre référent conseiller formation, puisque c'est lui qui vous informera des critères de prise en charge des formations. Vous versez des contributions. Je pense surtout aux petites entreprises. Vous allez avoir accès à des dispositifs de formation pris en charge en tout ou partie par cet organisme, par votre OPCO. Donc, c'est vrai, prenez le temps de les rencontrer et surtout de vous informer sur les critères de prise en charge pour financer vos formations. Que beaucoup d'entreprises versent des contributions et ne récupèrent jamais d'argent. Alors vraiment, je parle pour les toutes petites entreprises, les moins de 50 salariés, c'est celles qui peuvent encore bénéficier de façon assez intéressante de financement de la part des OPCO. Les entretiens professionnels, là aussi, effectivement, c'est une obligation dès le premier salarié. Donc, l'entretien professionnel, alors je répète, c'est une obligation légale de l'organiser au moins tous les 2 ans. Il est souvent confondu avec l'entretien d'évaluation professionnelle, d'évaluation du collaborateur, qui lui n'est absolument pas obligatoire. C'est un outil de management que l'entreprise peut décider de mettre en place de façon annuelle ou semestrielle, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. En revanche, l'entretien professionnel, lui, est obligatoire. Alors, pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas de sanction immédiate si vous n'organisez pas les entretiens professionnels. Il n'y a pas de sanctions financières comme c'est le cas pour les entreprises de 50 salariés et plus, mais il y a quand même des sanctions indirectes que vous pouvez avoir, puisque dans le cadre de contentieux au prud'homme, quand les salariés n'ont pas eu pendant des années, n'ont eu aucune formation, aucune évolution, effectivement, ça peut être considéré comme une perte de chance et un défaut d'employabilité pour la suite, et ça peut donner lieu à des dommages et intérêts. Donc c'est quand même important de bien suivre l'évolution
des collaborateurs et de leur donner accès à de la formation continue. Dans le cadre de l'entretien professionnel, donc l'objectif, c'est d'accompagner le collaborateur dans ses souhaits d'évolution professionnelle. Évolution professionnelle, alors si c'est dans le sein de l'entreprise, ça peut être une évolution de son poste ou un changement de poste. Ça peut être aussi un souhait de faire valoriser son expérience professionnelle dans le cadre de dispositifs de validation des acquis et de l'expérience, le dispositif de VAE. Sachez là aussi que dans le cadre d'un entretien professionnel, vous avez l'obligation d'expliquer, d'informer aux salariés, de leur expliquer ce que c'est qu'une VAE. Donc, le dispositif dont je viens de vous parler, c'est une obligation. Et puis, vous avez également l'obligation, ça c'est assez récent, ça date, je crois que c'est la première année où ça a été mis en place, vous avez l'obligation maintenant de leur expliquer ce qu'est le compte personnel de formation, le CPF. Alors, le législateur a ajouté cette obligation dans le cadre de l'entretien professionnel, tout simplement parce qu'encore beaucoup de salariés n'ont pas activé leur CPF et ne l'utilisent pas. Voilà. Alors, cet entretien professionnel, vous pouvez soit vous le faire, le réaliser, soit externaliser ce type d'entretien et le faire tenir par d'autres personnes. Ça peut être un RH externalisé, un collaborateur de SODIAS, par exemple. Et ensuite, autre obligation à connaître donc, dès l'embauche de votre premier salarié, si votre salarié fait régulièrement des heures supplémentaires et qu'il dépasse ce qu'on appelle le contingent d'heures supplémentaires. Alors légalement, le contingent d'heures supplémentaires est de 220 heures, mais dans le cadre de la convention collective, vous pouvez avoir un contingent d'heures supplémentaires annuel inférieur. Sachez que s'il dépasse ce contingent d'heures supplémentaires, pour les heures effectuées au-delà du contingent, vous devrez majorer et payer ces heures supplémentaires, ça c'est toujours obligatoire, mais en plus, vous aurez l'obligation d'accorder une contrepartie en repos. Donc, si le collaborateur fait 14 heures d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, vous devrez effectivement, au-delà de la majoration et du paiement, accorder 7 heures de repos. Ça, c'est aussi souvent oublié. Alors, passons à présent aux entreprises donc, qui, elles, ont déjà leurs premiers collaborateurs au sein de l'entreprise et qui vont augmenter leur effectif. Alors qu'elles doivent savoir, c'est très important, calculer leur effectif. Ça, c'est très important pour pouvoir être sûr d'être soumis ou non à une nouvelle obligation. Et puis, connaître dans les grandes lignes les impacts des seuils de 11 et 20 salariés, puisqu'aujourd'hui, on s'intéresse uniquement aux entreprises de moins de 50 salariés. Et comme je vous l'ai dit en introduction, d'autres seuils qui existaient avant ont disparu. Donc maintenant, on n'a plus que 11 et 20 salariés. C'est beaucoup plus simple aussi pour s'y repérer. Alors, comment calculer son effectif dans les grandes lignes? Alors, tout salarié que vous avez dans vos effectifs en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte pour une unité. Et puis, si c'est un temps partiel, effectivement, ce sera au prorata du temps de travail. Ensuite, vous devez également prendre en compte tous les collaborateurs que vous allez embaucher, CDD, intermittents, travailleurs temporaires. Et également, alors là, c'est pour des entreprises pour un petit peu plus grandes, des salariés qui sont mis à votre disposition pendant au moins 12 mois par une entreprise extérieure. Ils sont à prendre en compte aussi dans votre effectif. Les CDD ou les travailleurs temporaires ne seront pas à prendre dans l'effectif s'ils sont dans votre entreprise uniquement pour remplacer par exemple un salarié malade ou une collaboratrice en congé de maternité. Donc dans ce cas-là, vous ne le comptez pas. Et tous les collaborateurs qui sont apprentis en contrat de professionnalisation, en contrat aidé ou les stagiaires ne sont pas pris en compte dans l'effectif. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, la méthode de calcul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a été simplifiée depuis la loi Pacte, puisqu'on avait des méthodes de calcul très, très différentes entre les obligations liées, issues du Code de la sécurité sociale, les obligations au Code du travail, et au sein même de ces différents codes, selon les obligations, on avait des méthodes de calcul différentes. Alors, ça s'est vraiment simplifié. Maintenant, c'est un effectif annuel moyen de l'année N-1 qui est retenu. C'était en fait la méthode pratiquée par le Code de la sécurité sociale qui a été retenue de façon générale. Et elle s'applique maintenant à des obligations aussi en droit du travail, que je vous cite.
Donc, c'est beaucoup plus simple. On a une petite question Oui. via le chat. Si j'ai un seul salarié au forfait jour, Oui. l'entretien forfait jour est-il obligatoire? Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir bien… Si, j'ai bien compris. Ok. Effectivement, alors, le forfait jour qui s'adresse uniquement à des cadres autonomes, je tiens à le répéter, et que l'on ne peut mettre en place avec un salarié que si on a une convention collective qui le prévoit ou un accord d'entreprise qui prévoit la possibilité d'avoir recours au forfait jour. Je le précise parce que j'ai des entreprises que je rencontre qui ont des forfaits jours mais sans cadre juridique qui encadre ce recours-là. Donc ça, c'est important de le répéter. Donc pour ces forfaits jours, effectivement, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'avoir un entretien spécifique à l'entretien d'évaluation qui n'est pas obligatoire. Là, vous avez un entretien professionnel que je mets à part. Il y a un entretien spécifique pour les forfaits jours qui est annuel, qui est obligatoire, qui vise effectivement à analyser la charge de travail du collaborateur et puis son évolution en termes de rémunération. Donc celui-ci, effectivement, qui est dédié spécifique au cadre autonome en forfait jour, est obligatoire. Tous les ans, il y a certaines conventions collectives qui prévoient même des entretiens semestriels. Ça existe aussi. Donc, il faut aussi regarder ce que prévoit la convention collective pour être sûr de bien suivre l'entretien tel qu'il doit être suivi. Mais effectivement, c'est un entretien spécifique dont je n'ai pas parlé, mais il existe, effectivement. Alors, la personne complète en disant forfait jour, pas forcément pour cadre autonome, il me semble, il n'y a pas d'obligation d'être cadre. Alors, je ne sais pas. Alors, faites très très attention à ce que prévoit votre convention collective. Cadre autonome, on va dire collaborateur dont on ne peut pas prédéterminer à l'avance l'emploi du temps. Je vous prends l'exemple, ça peut être effectivement certains collaborateurs qui sont des commerciaux itinérants peuvent parfois être prévus aussi effectivement comme éligibles au forfait jour. Mais il faut vraiment s'assurer que l'accord collectif qui vous permet de mettre en place un forfait jour prévoit que cette catégorie-là de personnes qui ne seraient pas cadres autonomes soit bien éligible. Donc, soit c'est votre convention collective qui le spécifie, soit c'est votre accord d'entreprise qui l'a prévu. Alors, collaborateur, oui, mais cadre, non. Alors, peut-être que la personne peut expliquer un petit peu plus. Oui, c'est peut-être plus simple. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Mandrine, c'est Laure. Laure Guérin-Taquet. Bonjour, Laure, pardon. Je ne vois pas les visages, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est juste que là, j'ai fait une formation sur le forfait jour. J'avoue que je l'ai découvert, puisque j'ai été longtemps, moi également, au forfait jour et je n'en ai jamais bénéficié de ces entretiens-là. Mais dans cette formation, il était bien précisé que ce n'était pas forcément des cadres, que ça pouvait être, comme tu l'as dit, un collaborateur. Alors oui, et je ne dis pas forcément parce que la philosophie, quand ça a été mis en place, c'était quand même destiné pour des cadres autonomes. C'est-à-dire des gens qui ont un certain niveau de responsabilité et qui vraiment sont complètement autonomes dans leur agenda. Maintenant, c'est vrai qu'on peut parfois étendre ce type de dispositif à des collaborateurs qui ne sont pas cadres, mais en tout cas où l'autonomie ne pourrait vraiment pas être mise en cause. Donc, je pense souvent aux forces de vente, aux commerciaux qui peuvent parfois ne pas être en statut cadre, mais effectivement qui sont complètement libres d'organiser leur agenda. Oui, tout à fait. Effectivement. Mais il faut nécessairement soit que la convention collective le prévoit, qui dans les conventions collectives n'est pas toujours le cas. C'est le cas de la métallurgie, par exemple. La métallurgie étant bien le forfait jour à des collaborateurs qui ne sont pas forcément cadres, mais qui sont, je pense aux techniciens itinérants dans la métallurgie qu'on rencontre souvent comme profil. Eux peuvent être en forfait jour. Mais vraiment, il faut être très vigilant sur les postes ou les profils éligibles au regard soit de la convention collective, soit de l'accord d'entreprise. Voilà. Je te remercie, Mandrine, pour tes… Tant pis. Alors, le décompte de l'effectif, donc l'effectif annuel moyen, c'est en principe la règle. Alors, forcément, ça serait trop simple s'il n'y avait pas quelques exceptions. Donc, retenez la règle, on va dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas freiner l'envie de croissance des entreprises, le législateur donc, a revu l'impact du franchissement de certains seuils au regard du droit du travail et du code de la sécurité sociale. Et maintenant, effectivement, il y a un moratoire de 5 ans pour être soumis à une nouvelle obligation quand on a franchi le seuil.
Donc ça, c'est quand même très intéressant et ça laisse aussi le temps aux entreprises de s'organiser. Donc 5 années civiles consécutives pour être considérées comme soumis à une nouvelle obligation. Donc c'est qu'au bout de la 6e, que vous devez être, en tout cas, respecter cette obligation. Alors, bien entendu, là aussi, il y a quelques exceptions dont je vous parlerai, mais en règle générale, vous allez le voir ensuite, c'est vraiment ce moratoire de 5 ans qui s'applique. Donc, ça devrait rassurer beaucoup d'entre vous. Exemple avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc c'est une obligation des 20 salariés. Si en 2020, vous atteignez le seuil de 20 salariés, 2022, 21, 22, 23, 24 et 25, vous êtes toujours à 20 salariés. Effectivement, en 2026, 6e année, vous allez être redevable de cette obligation dont on va parler tout à l'heure. En revanche, si vous avez atteint le seuil de 20 salariés, donc en 2020, 2021, 22, 23, en 2024, vous retombez à 18 salariés et en 2025, vous êtes à nouveau à 20 salariés. Et ça, c'est très important à retenir. Il suffit que sur une année, vous soyez en dessous du seuil pour que le moratoire de 5 ans reparte à zéro au niveau des compteurs. C'est-à-dire que l'entreprise sera soumise à la nouvelle obligation du seuil de 20 salariés que si en 2025, 26, 27, 28 et 29, donc encore 5 ans, elle a encore atteint ce seuil. Donc ça décale vraiment dans le temps un paquet d'obligations. Et c'est vrai que cette simplification, finalement, bon, je pense par rapport au contexte 2020 avec la pandémie, je pense que les gens n'ont pas pris en compte, mais c'est quand même très important. Donc ça décale dans le temps de façon importante beaucoup d'obligations. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises parfois qui, pendant quelques années, sont aux alentours d'un seuil et descendent, remontent des seuils en montant. Voilà. Donc c'est important à avoir en tête. Donc, en cas de baisse d'effectifs, ça c'est aussi important, vous allez perdre, vous êtes exonéré d'une obligation dès l'année suivante. Donc ça c'est important. Il suffit d'une année où vous repassez sur un seuil d'effectifs inférieur, par exemple à 20 salariés, pour ne plus être soumis à l'obligation et repartir ensuite sur le principe des 5 ans. Alors il y a quelques exceptions dont on va parler tout à l'heure, mais c'est aussi un principe important qui n'existait pas par le passé. Alors, sur le seuil de 11 salariés, je vous parle des principaux impacts en paye. Alors, je ne suis pas technicienne paye, mais bon, voilà, je vous parle de certaines contributions à avoir en tête. Vous atteignez le seuil de 11 salariés, donc au regard des cotisations patronales pour le financement de vos régimes de prévoyance, donc décès, invalidité, incapacité ou pour les frais de santé de l'entreprise, en tant qu'employeur, vous allez sur ces contributions payer un forfait social de 8% dès lors que vous avez atteint le seuil de 11 salariés. Mais je vous l'ai précisé, il y a un effet de seuil, donc je l'ai sur 5 ans, moratoire de 5 ans. Donc ça n'est qu'au bout de la 6e année, si vous êtes resté sur un seuil égal ou supérieur à 11 salariés, que vous serez soumis à ce forfait social de 8%. De façon identique, pour le versement de la contribution mobilité, anciennement appelée contribution de transport, vous serez soumis à cette nouvelle obligation qu'au bout de 6 ans. Il y a le moratoire de 5 ans qui s'applique également. Dès le seuil de 11 salariés, votre contribution à la participation à la formation professionnelle dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est de 0,55%, va passer à 1%. Mais là encore, vous aurez un moratoire de 5 ans pour vous préparer à ce coût supplémentaire. En droit du travail, on a un seuil très très important puisque au seuil de 11 salariés, vous avez l'obligation d'organiser les élections pour la mise en place du comité social économique. Alors le nom remplace les anciennes instances de représentation du personnel qui étaient délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc, tout est regroupé sous le même terme, mais un CSE d'une entreprise de 11 à 49 salariés n'a absolument pas les mêmes attributions qu'un CSE d'une entreprise de 50 salariés et plus. Donc, il ne faut pas non plus être frileux sur la mise en place d'un CSE dans une petite structure. Et là, attention, en revanche, ça fait partie des exceptions pour savoir si vous êtes soumis à l'obligation d'organiser des élections professionnelles. L'effectif de votre entreprise doit être supérieur ou égal à 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Donc voilà, je vous ai remis la règle parce que la règle de décompte est différente. C'est une exception. Donc, de façon identique, si vous mettez en place un CSE et que sur une année, vous redescendez, c'est-à-dire que vos élus sont élus pour 4 ans, si au cours des 4 années de mandat de votre CSE, vous redescendez en dessous du seuil de 11 salariés, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça ne met pas fin à votre comité social économique. Les élus restent en place jusqu'à la fin de leur mandat. Et vous analyserez votre nouvelle obligation de réorganiser des élections au moment d'organiser des élections et sur la même base, effectivement, de l'atteinte ou non du seuil de 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Alors, quand vous avez un comité social et économique, effectivement, vous passez quand même un cap, le cap des 11 salariés. Donc, organiser les élections correctement, mettre en place l'instance, réaliser les réunions mensuelles avec vos élus, donc les convoquer tous les mois, c'est votre obligation en tant que chef d'entreprise. Il y a certains sujets que vous devez parfois obligatoirement aborder avec eux. Je prends un exemple important qui est par exemple, vous avez un salarié déclaré inapte dans l'entreprise, vous avez l'obligation de consulter le CSE sur les possibilités de reclassement du salarié inapte. Et ça, c'est une obligation, si elle n'est pas respectée, qui coûte très très cher financièrement à l'entreprise. Voilà. Et donc, il y a plein d'autres obligations comme ça obligatoires quand on a un CSE, donc ce qu'on appelle les informations et consultations obligatoires. Et vous devez, bien entendu, avoir formalisé la tenue de ces réunions. Alors, ce n'est pas un procès verbal de réunion comme on a avec un CSE de 50 salariés plus, mais si vous informez ou si vous consultez, il faudra quand même un procès verbal de consultation pour la séance en question. Et puis au quotidien, enfin pour chaque mois, si les élus vous posent des questions, vous devrez y répondre par écrit, ça c'est obligatoire, et de conserver tous ces écrits. C'est également une obligation puisque ce registre-là peut être consulté par les salariés, mais également par l'inspection du travail. Alors, passons au seuil de 20 salariés. Alors, impact en paye, c'est un impact qui concerne les heures supplémentaires. Si vous faites appel régulièrement à des heures, si vous demandez régulièrement à vos salariés de faire des heures supplémentaires, alors vous savez que vous avez effectivement une déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires qui est à ce jour de 1,5 € par heure supplémentaire. Vous allez, au passage du seuil de 20 salariés, perdre cette déduction forfaitaire. Voilà. Donc, ça a quand même un impact. En droit du travail, il y a une obligation très, très importante pour le seuil de 20 salariés que j'ai prise tout à l'heure pour illustrer le moratoire de 5 ans. C'est l'obligation en matière d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, quand vous atteignez le seuil de 20 salariés, donc on l'a dit tout à l'heure, au bout de la 6e année, vous aurez l'obligation d'avoir au moins 6% de votre effectif en travailleurs handicapés. Si ça n'est pas le cas ou si vous n'avez fait aucune action, vous avez la contribution annuelle qui est égale à 400 fois le SMIC horaire par salarié manquant pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés. Donc, je vous ai pris l'exemple, pour 20 salariés, c'est un travailleur handicapé. Donc, si vous n'avez pas de travailleur handicapé, vous devrez verser une contribution annuelle de 4 012 €. C'était à titre d'exemple. Pour satisfaire à cette obligation de travailleur handicapé, vous pouvez soit embaucher directement, ça c'est l'idéal des travailleurs reconnus handicapés, soit indirectement recourir à de l'intérim. Il y a à titre expérimental, vous pouvez embaucher un collaborateur en intérim juste parce que c'est un travailleur reconnu handicapé. Cette expérimentation est valable jusqu'à la fin de l'année 2021. Peut-être qu'elle sera reconduite. Vous pouvez prendre un stagiaire handicapé aussi. Et dans la réforme justement de cette obligation des travailleurs handicapés, pour les prochaines déclarations, sachez que ces collaborateurs que vous allez prendre, donc soit en CDI, CDD, soit en stage, soit via un contrat d'intérim, seront tous comptabilisés au prorata de votre temps de présence dans l'entreprise. Voilà, pour vérifier si vous avez ou non satisfait à votre obligation. Vous pouvez toujours faire appel à des entreprises du secteur protégé, donc faire des contrats de prestation, soit nettoyage ou autre, avec des entreprises du secteur protégé. Donc, ces actions-là seront toujours valorisées, mais valorisées de façon différente dans le cadre de la réforme. C'est-à-dire que le plafond de prise en compte des factures que vous allez montrer seront plus ou moins prises en compte pour vérifier
votre obligation d'emploi des travailleurs handicapés selon que vous avez au moins embauché en direct des travailleurs handicapés. Les plafonds de prise en compte seront plus ou moins importants. L'objectif vraiment du gouvernement, c'est d'inviter les entreprises à recruter en direct des travailleurs handicapés. Alors, si vous n'avez fait aucune action en faveur des travailleurs handicapés pendant plus de 3 années consécutives, une fois que vous êtes soumis à l'obligation, eh bien, vous vous exposez à une surcontribution. Alors là, c'est un impact financier énorme, puis c'est 1500 fois le SMIC horaire. Donc, c'est équivalent à pour une unité, ce serait effectivement 15 000 € de contribution. Donc, il ne faut pas jouer à la politique de l'autruche. Si vous atteignez en tout cas ce seuil, il faut trouver des actions en faveur des travailleurs handicapés. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal d'organismes qui peuvent vous aider dans vos recherches. Mais c'est quelque chose d'important. Et par ailleurs, dans le cadre de la réforme, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés s'analysait avant, c'était 20 salariés par établissement. C'est-à-dire, si vous aviez 4 établissements avec 5 salariés, vous n'étiez pas soumis à l'obligation, puisque ça s'analysait le seuil de 20 salariés par établissement. En revanche, maintenant, vous êtes soumis à l'obligation, puisque l'analyse se fait au niveau de l'entreprise. Donc, on va comptabiliser le nombre de salariés sur tous les établissements secondaires pour vérifier si vous êtes soumis au seuil de 20 salariés. Donc, c'est une petite modification dans le cadre de la réforme qui est importante pour tous ceux qui ont plein de petits... je pense aux commerçants qui peuvent avoir plusieurs boutiques, donc avec 2 ou 3 salariés par boutique. Beaucoup d'entre eux vont être maintenant soumis à cette obligation. Et pour finir, sur le seuil de 20 salariés, donc il y a effectivement, si vous dépassez encore une fois le contingent annuel d'heures supplémentaires dont nous avons parlé tout à l'heure, vous avez l'obligation, donc au-delà du paiement majoré des heures sup, d'attribuer une contrepartie obligatoire en repos, et elle n'est plus de 50% des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent, mais elle passe à 100%. Donc tout à l'heure, j'avais pris l'exemple d'un dépassement de 14 heures. Donc tout à l'heure, vous aviez 7 heures à attribuer en repos en plus du paiement des heures majorées. Maintenant, vous aurez 14 heures, donc 2 jours de repos attribués en plus. Mais vous avez quand même le moratoire de 5 ans. Nous en avons fini pour les obligations des seuils de 11 à 20 salariés. Et au niveau du timing, je pense qu'on est pas mal puisqu'il est 10h moins 5. Donc, je suis à votre disposition s'il y a d'autres questions. Voilà, n'hésitez pas, soit via le chat, soit directement à poser la question. Est-ce que les invités pourront recevoir le support? Oui, bien entendu. D'accord, très bien. Et pour ceux qui n'auraient pas communiqué, qui ne se seraient pas inscrits via le lien et donc dont on n'aurait pas l'adresse mail et qui souhaitent recevoir le support, merci de me l'indiquer dans le chat. Il n'y a pas d'autres questions? C'est que ça devait être très clair et limpide. Bon, il y en a eu au cours quand même de la présentation, et merci d'ailleurs pour ces interventions, parce que c'est toujours intéressant d'échanger, parce que le webinaire, c'est pas toujours évident à distance comme ça, bien qu'on soit habitué à la pratique depuis 1 an, mais c'est vrai que quand c'est interactif, c'est bien plus appréciable pour tout le monde, pour l'intervenant et pour les participants. Alors, merci pour votre super formation. Merci pour ce gentil message. Voilà. Très clair, c'est très positif, très clair, merci à vous. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je transmettrai effectivement le support, et puis vous aurez mes coordonnées sur le support. Donc, si vous souhaitez rentrer en contact pour échanger, je reste à votre disposition. C'est parfait. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention qui effectivement était de qualité. Et nous espérons vous revoir rapidement sur nos webinaires. J'en profite pour vous dire que nous avons prévu un autre webinaire le 13 avril prochain sur un sujet un peu différent de ce que l'on traite habituellement, les femmes et le leadership. Donc, les femmes et les hommes sont les bienvenus à ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez dû recevoir une invitation, ou bien on postera bien sûr sur nos réseaux sociaux
la communication sur ce webinaire. À très bientôt et merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.